On allait de bonne heure à la ferme de Géphos. La cour est en pente, la maison dans le milieu et la mer au loin apparaît comme une tache grise. Félicité retirait de son cabas des tranches de viande froide et on déjeunait dans un appartement faisant suite à la laiterie. Il était le seul reste d'une habitation de plaisance maintenant disparue. Le papier de la muraille, en lambeaux, tremblait au courant d'air. Madame Aubin penchait son front, accablée de souvenirs. Les enfants n'osaient plus parler. « Mais jouez donc !» disait-elle, et bien vite ils décampaient. Paul montait dans la grange, attrapait des oiseaux, faisait des ricochets sur la mare, ou tapait avec un bâton les énormes futailles qui résonnaient comme des tambours. Virginie donnait à manger aux lapins, se précipitait pour cueillir des bluets, et la vitesse de ses jambes découvrait ses petits pantalons brodés. Un soir d'automne, on s'en retourna par les herbages. La lune, à son premier quartier, éclairait une partie du ciel, et un brouillard flottait comme une écharpe sur les sinuosités de la touque. Des bœufs, étendus au milieu du gazon, regardaient tranquillement ces 4 personnes passer. Dans la 3e pâture, quelques-uns se levèrent, puis se mirent en rond devant elle. « Ne craignez rien !» dit Félicité, et, murmurant une sorte de complainte, elle flatta sur l'échine celui qui se trouvait le plus près. Il fit volte-face, les autres l'imitèrent. Mais quand l'herbage suivant fut traversé, un beuglement formidable s'éleva. C'était un taureau qui cachait le brouillard. Il avança vers les 2 femmes. Madame Aubin allait courir. « Non, non, moins vite !» Elle pressait le pas. Cependant, on entendait par derrière un souffle sonore qui se rapprochait. Ses sabots, comme des marteaux, battaient l'herbe de la prairie. Voilà qu'il galopait maintenant. Félicité se retourna et elle arrachait à 2 mains des plaques de terre qu'elle lui jetait dans les yeux. Il baissait le mufle, secouait les cornes et tremblait de fureur en beuglant horriblement. Madame Aubin, au bout de l'herbage, avec ses 2 petits, cherchait éperdue comment franchir le haut bord. Félicité reculait toujours devant le taureau et continuellement lançait des mottes de gazon qui l'aveuglaient tandis qu'elle criait « Dépêchez-vous! Dépêchez-vous » Madame Aubin descendit le fossé, poussa Virginie, Paul ensuite, tomba plusieurs fois en tâchant de gravir le talus et, à force de courage, y parvint. Le taureau avait acculé Félicité contre une claire-voie. Sa bave lui rejaillissait à la figure. Une seconde de plus, il l'éventrait. Elle eut le temps de se couler entre 2 barreaux, et la grosse bête, toute surprise, s'arrêta. Cet événement, pendant bien des années, fut un sujet de conversation à Pont-l'Évêque. Félicité n'en tira aucun orgueil, ne se doutant même pas qu'elle eût rien fait d'héroïque. Virginie l'occupait exclusivement, car elle eut à la suite de son effroi une affection nerveuse, et M. Poupart, le docteur, conseilla les bains de mer de Trouville. Dans ce temps-là, ils n'étaient pas fréquentés. Madame Aubin prit des renseignements, consulta Bouret, fit des préparatifs comme pour un long voyage. Ses colis partirent la veille dans la charrette de Liébard. Le lendemain, il amena 2 chevaux, dont l'un avait une selle de femme munie d'un dossier de velours. Et sur la croupe du second, un manteau roulé formait une manière de siège. Madame Aubin y monta derrière lui. Félicité se chargea de Virginie et Paul enfourcha l'âne de monsieur Le Chapetois, prêté sous la condition d'en avoir grand soin. La route était si mauvaise que ces 8 kilomètres exigèrent 2 heures. Les chevaux enfonçaient jusqu'au pâturon dans la boue et faisaient pour en sortir de brusques mouvements de hanches, ou bien ils butaient contre les ornières. D'autres fois, il leur fallait sauter. La jument de Liébard, à de certains endroits, s'arrêtait tout à coup. Ils attendaient patiemment qu'elle se remît en marche, et ils parlaient des personnes dont les propriétés bordaient la route, ajoutant à leur histoire des réflexions morales. Ainsi,
au milieu de Touques, comme on passait sous des fenêtres entourées de capucines, il dit avec un haussement d'épaules. « En voilà une, Madame Le Housset, qui, au lieu de prendre un jeune homme… » Félicité n'entendit pas le reste. Les chevaux trottaient, l'âne galopait, tous enfilèrent un sentier, une barrière tourna, 2 garçons parurent, et l'on descendit devant le purin sur le seuil même de la porte. La mère Liébard, en apercevant sa maîtresse, prodigua les démonstrations de joie. Elle lui servit un déjeuner où il y avait un aloyau, des tripes, du boudin, une fricassée de poulet, du cidre mousseux, une tarte aux pommes et des prunes à l'eau de vie, accompagnant le tout de politesse à madame qui paraissait en meilleure santé, à mademoiselle devenue magnifique, et monsieur Paul singulièrement forci, sans oublier leurs grands-parents défunts que les Liébard avaient connus, étant au service de la famille depuis plusieurs générations. La ferme avait comme eux un caractère d'ancienneté. Les poutrelles du plafond étaient vermoulues, les murailles noires de fumée, les carreaux gris de poussière. Un dressoir en chêne supportait toutes sortes d'ustensiles, des brocs, des assiettes, des écuelles d'étain, des pièges à loups, des forces pour les moutons. Une seringue énorme fit rire les enfants. Pas un arbre des 3 cours qui n'eût des champignons à sa base ou, dans ses rameaux, une touffe de gui. Le vent en avait jeté bas plusieurs. Il avait repris par le milieu et tous fléchissaient sous la quantité de leurs pommes. Les toits de paille, pareils à du velours brun et inégaux d'épaisseur, résistaient aux plus fortes bourrasques. Cependant, la charreterie tombait en ruine. Madame Aubin dit qu'elle aviserait et commanda de reharnacher les bêtes. On fut encore une demi-heure avant d'atteindre Trouville. La petite caravane mit pied à terre pour passer les écores, c'était une falaise surplombant des bateaux, et 3 minutes plus tard, au bout du quai, on entra dans la cour de l'Agneau d'Or, chez la mère David. Virginie, dès les premiers jours, se sentit moins faible, résultat du changement d'air et de l'action des bains. Elle les prenait en chemise à défaut d'un costume, et sa bonne la rhabillait dans une cabane de douanier qui servait aux baigneurs. L'après-midi, on s'en allait avec l'âne au-delà des roches noires, du côté d'Enqueville. Le sentier d'abord montait entre des terrains vallonnés comme la pelouse d'un parc, puis arrivait sur un plateau où alternaient des pâturages et des champs en labour. À la lisière du chemin, dans le fouillis des ronces, des houx se dressaient. Ça et là, un grand arbre mort faisait sur l'air bleu des zigzags avec ses branches. Presque toujours, on se reposait dans un pré, ayant Deauville à gauche, le Havre à droite, et en face la pleine mer. Elle était brillante de soleil, lisse comme un miroir, tellement douce qu'on entendait à peine son murmure. Des moineaux cachés pépiaient, et la voûte immense du ciel recouvrait tout cela. Madame Aubin, assise, travaillait à son ouvrage de couture. Virginie, près d'elle, tressait des joncs. Félicité sarclait des fleurs de lavande. Paul, qui s'ennuyait, voulait partir. D'autres fois, ayant passé la Touques en bateau, il cherchait des coquilles. La marée basse laissait à découvert des oursins, des godefishes, des méduses, et les enfants couraient pour saisir des flocons d'écume que le vent emportait. Les flots, comme endormis, en tombant sur le sable, se déroulaient le long de la grève. Elle s'étendait à perte de vue, mais du côté de la terre avait pour limite les dunes, la séparant du marais, large prairie en forme d'hippodrome. Quand il revenait par là, Trouville, au fond, sur la pente du coteau, à chaque pas grandissait, et avec toutes ces maisons inégales, semblait s'épanouir dans un désordre gai. Les jours qu'il faisait trop chaud, ils ne sortaient pas de leur chambre. L'éblouissante clarté du dehors plaquait des barres de lumière entre les lames des jalousies. Aucun bruit dans le village. En bas, sur le trottoir, personne. Le silence, épandu, augmentait la tranquillité des choses.
Au loin, les marteaux des calfats tamponnaient des carènes et une brise lourde apportait la senteur du goudron. Le principal divertissement était le retour des barques. Dès qu'elles avaient franchi les balises, elles commençaient à louvoyer. Leurs voiles descendaient aux 2/3 des mâts et les misaines gonflées comme un ballon. Elles avançaient, glissaient dans le clapotement des vagues jusqu'au milieu du port, où l'ancre tout à coup tombait. Le bateau se plaçait contre le quai. Les matelots jetaient par-dessus le bordage des poissons palpitants. Une file de charrettes les attendait et les femmes en bonnet de coton s'élançaient pour prendre les corbeilles et embrasser leurs hommes. Une d'elles, un jour, aborda Félicité, qui, peu de temps après, entra dans la chambre, toute joyeuse. Elle avait trouvé une sœur, et Nastasie Barrette, femme Leroux, apparut, tenant un nourrisson à sa poitrine. De la main droite, une autre enfant. À sa gauche, un petit mousse, les poings sur les hanches et le béret sur l'oreille. Au bout d'un quart d'heure, Madame Aubin la congédia. On les rencontrait toujours aux abords de la cuisine ou dans les promenades que l'on faisait. Le mari ne se montrait pas. Félicité se prit d'affection pour eux. Elle leur acheta une couverture, des chemises, un fourneau. Évidemment, ils l'exploitaient. Cette faiblesse agaçait Madame Aubin, qui d'ailleurs n'aimait pas la familiarité du neveu, car il tutoyait son fils. Et comme Virginie toussait et que la saison n'était plus bonne, elle revint à Pont-l'Évêque. Monsieur Bourret l'éclaira sur le choix d'un collège. Celui de Caen passait pour le meilleur. Paul y fut envoyé et fit bravement ses adieux, satisfait d'aller vivre dans une maison où il aurait des camarades. Madame Aubin se résigna à l'éloignement de son fils parce qu'il était indispensable. Virginie y songea de moins en moins. Félicité regrettait son tapage, mais une occupation vint la distraire. À partir de Noël, elle mena tous les jours la petite fille au catéchisme.